Bien, bonjour à tous, du moins à tous ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer depuis ce matin. Nous voilà donc rendus à un des éléments quand même essentiels du projet DIM, parce qu'il ne faut pas oublier que l'objectif principal de ce projet, c'est quand même la mise en œuvre de dispositifs de formation. Depuis ce matin, vous avez eu l'occasion d'entendre un certain nombre d'éléments de formation et de réflexion sur l'immigration dans chacun des pays, sur l'évolution des politiques des pays vis-à-vis de l'immigration, mais le dispositif dans lequel DIM s'est enclenché et sa finalité, c'est quand même essayer de mettre en œuvre des dispositifs de formation les plus cohérents, les plus efficaces possibles. Alors, en préambule, je voudrais m'associer aux remerciements qui ont déjà été faits, d'une part à l'égard de nos partenaires, que ce soit les universités d'Andalousie, que ce soit l'Italie, que ce soit la Grèce, avec lesquels nous avons travaillé durant ces 3 années. Je crois que ce qui nous a aidé le plus, c'est que nous étions tous avec une expérience de formation. Et que ça a été le point commun qui nous a permis quelquefois de dépasser les difficultés que toute rencontre internationale connaît, à savoir les difficultés de langage, les difficultés de définition de concepts, de définition de politiques sociales différentes, de prise de position de pays différents. Enfin, toutes ces différences-là, on a réussi à les surmonter les unes après les autres. Et de cette patience et de cette volonté partagée, je remercie tous mes collègues. Le deuxième remerciement que je voudrais adresser, c'est aux centres de formation qui ont accepté de mettre en œuvre les modules. Parce qu'en fait, une fois encore, l'objectif du projet, c'est de mettre en place des dispositifs de formation. Ce n'est pas de réécrire une nouvelle histoire de l'immigration. C'est de mettre en œuvre quelque chose de concret dans des actions les plus, qu'on souhaite, les plus efficaces possibles à destination d'un public de migrants. Or là, comme le rappelait Muriel Pécassou, 12 centres de formation ont accepté cette expérience d'expérimentation des modules que nous avions conçus et de les inclure dans leur dispositif de formation, voire de modifier leur dispositif de formation pour expérimenter ces nouvelles propositions. De ça aussi, je voudrais prendre acte et remercier ces centres de formation pour cet appui. D'autant, et je pense que tout le monde dans cette assemblée connaît l'importance de l'économie et des budgets de chacun des établissements au service, d'autant que ces établissements ont accepté ces modifications et la mise en œuvre des modules sans financement. Voilà. Donc, c'était les 2 formes de remerciements que je voulais faire avant de rentrer plus directement dans la table ronde. Alors, la table ronde est composée de 4 formatrices qui viennent des centres de formation dont je vous ai parlé. À ma droite, Nicoletta Vontodiasi, qui vient de Grèce, et plus précisément de Metadrassi,
qui est une institution de Grèce. Ensuite, à ma droite, également, vous avez Madame Alexandra Marik, qui vient de l'AFT de Reims. À ma gauche, Teresa Leggieri, qui vient de Casamistra, l'institution qui s'appelle Casamistra à Tarente en Italie. Et enfin, Émilie Ambrosio, qui est formatrice au CPAIM de Huelva en Espagne. Voilà. Donc, je vais leur céder la parole. Bon après-midi à tout le monde. Moi, c'est Émilie. Je suis formatrice dans un projet d'accueil pour des demandeurs d'asile. Je fais partie d'une équipe de différents professionnels. Il y a l'éducateur spécialisé, assistant social, médiatrice, avocat, psychologue, conseiller d'emploi et moi comme formatrice. Alors, on est vraiment une grande équipe pour pouvoir travailler d'une façon intégrale avec les personnes qui restent avec nous entre 18 mois et 24 mois. On a commencé à zéro ce projet. Pour moi, c'est très important. Je vais finir mes premiers 2 ans en juillet. Il y a quelques familles qui ont déjà un travail, qui parlent assez bien espagnol. Et c'est bon, c'est une très jolie expérience. Et je fais partie d'une fondation qui s'appelle CEPAIM. Et moi, je travaille dans le secteur de l'accueil et protection internationale, mais il y a des différents secteurs dans la fondation. Au début, CEPAIM travaillait seulement avec des migrants, mais après, bon, pas moi, ils se sont rendus compte, avant que moi j'arrive, qu'il fallait travailler pas seulement avec un côté, mais les 2 côtés, pour qu'il y a vraiment, pour que ça existe vraiment une, je sais pas comment on dit en français, coexistence. Voilà. Je vais arrêter parce que sinon je ne vais pas laisser parler les autres, je crois, non? Ça va? C'est bien? Donc bonjour à tous, merci. Je suis très contente d'avoir participé à ce projet. Voilà, je fais partie donc d'un organisme qui s'appelle l'AEFTI. À Reims, c'est une association, un organisme de formation pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés. Donc je suis formatrice et l'AFT, donc c'est un organisme de formation confirmé dans le domaine de la linguistique, de l'insertion sociale et la formation professionnelle. L'AFT travaille sur 3 pôles très importants, donc le pôle professionnel, le pôle social et le pôle linguistique, dont je m'occupe et dont je suis la référente. Je travaille avec 3 publics en fait, un public qui est plutôt dans le cadre de l'illettrisme, sont des Français parfois aussi. Un autre public qui connaît le français parce qu'il l'a appris dans son pays d'origine, mais qui ne sait pas écrire. Et le 3e public, c'est le public qui nous intéresse, les migrants. Donc nous, on l'appelle dans notre jargon le FLE, le français langue étrangère. Donc on leur apprend le français. Ils sont issus des 4 coins de la planète et ils viennent apprendre le français à l'AFT. Voilà. Voilà. Bonjour à tous, je suis Teresa Leggieri et je suis formatrice pour Casamistra de Tarente. Et Casamistra est un projet visant les citoyens italiens et étrangers et qui sont orientés au travers du projet à la formation, soit à l'éducation, mais aussi à la formation professionnelle. Et à travers des activités d'éducation et en soutenant les mineurs surtout, et dans la recherche active du travail, de l'emploi.
Et ma formation était ciblant d'une classe des mineurs non accompagnés, provenant surtout de l'Afrique de l'Ouest, Gambia, Sénégal, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Conakry et Guinée-Bissau. C'est probable que j'ai oublié quelque autre. Gambia, je l'ai dit. Oui. Et il y avait seulement 5 filles et encore la présence de 2 garçons provenant du Bangladesh. Et là, on a fallu promouvoir la tolérance entre les cultures différentes. On a fallu, c'est correct. Mais aussi le respect de l'égalité des sexes. Parce qu'il y a des cultures où ils ont des tendances sexistes. Il y avait seulement 5 femmes, 5 filles dans la classe. C'est tout. Et pour finir le tour de table de présentation des personnes des institutions, Nicoletta, donc de Grèce. Hello, my name is Nicoletta Vodosiadi. I am from Greece, Athens. I'm very happy for being here today. I represent Metadrasi. Metadrasi is an Action for Migration and Development. Is a Greek NGO founded in 2010. It focuses on services not covered by the public authorities or other NGOs in Greece, and is the only organization that retains a permanent frontline presence in all key entry and exit locations. It operates mainly in the following 2 sectors: interpretation service and in protection for unaccompanied minors. Since September 2010, Metadrasi has been active either through the implementation of emission reduction fund projects or voluntarily in teaching Greek language as a foreign language to adult refugees, asylum seekers and migrants coming from different countries such as Syria, Afghanistan, Iran, Iraq, Egypt, Pakistan, combating social exclusion and strengthening the process of their gradual integration in Greek society. It is impressive that, especially during 2016 to 2018, numerous refugees have applied for Greek courses. As a result, Metadrasi has initiated numerous classes, mainly for beginners. To be more specific, the total number of students that registered for Greek courses from 2016 to 2018 is 1,150. Here is 2 diagrams. The first one is for registration for Greek, the number of registration for Greek courses, and in the second one is the countries of origin. The bigger number is from Afghanistan, Egypt, Afghanistan, and Iran. The courses are free of charge and intensive. Each class is 4 hours per week, addressing to all level of language proficiency from A1 to C1 level. The students have the possibility to certify proficiency in Greek language through the national exams that are implemented by Hellenic Center of Greek Language. The examination fees are funded by Metadrasi. And here I am with some of my students giving national exams. As far as Project DINE, participating in this project from September to December 2017, I undertook the preparation and presentation of 3 modules. From the intercultural skills, the thematic unit managing multiple cultural identities, and from the category of socio-political skills, the thematic unit 3, promoting health wellness, and unit 4, the everyday life. The target group where these units applied was 1 class with level language proficiency A1. They were beginners.
There were 10 adults, migrants, 6 men and 4 women from Afghanistan, Pakistan, Iran, and Ghana. And they live permanently in Greece less than 2 years. The pedagogical methods that were used for the preparation and presentation of the thematic units were the combination of problem solving, case studies, and cooperative learning. All the pedagogical methods encourage the students to achieve fluency in oral communication in order to facilitate their daily life. The pedagogical methods were based on a set of techniques, such as case studies, exercises, conversation, intervention by a professional, role games, brainstorming, and a lot of use of pictures. As it emerged from the previous slide, in order to ensure the motivating of trainees and to encourage their participation in the courses, there was a switching not only on the techniques, but also on the teaching tools and materials that were used in each module. To be more specific, in the module, the everyday life, for example, in the subsection opening a bank account, we used authentic documents such as paychecks, bank books, and internet browsing to web banking functions. Furthermore, in module managing multiple cultural identities and promoting health wellness, the basic teaching tools were CDs, YouTube, and PowerPoint presentation through a projector. Finally, I would like to draw some conclusion about the impact and the usefulness of DIMES modules that were put in practice to Metadrasy. In general, the modules had an important impact to them. They looked at their real life needs, and I would like to say that the module with the greatest impact to the students was the promoting health wellness. The students showed great interest to learn about their rights to healthcare system of Greece, what documents they need to have in order to have free of charge access in hospitals, and what are the proper moves that they should do in case of emergency or a health problem. One of the units with the lowest impact to the students was one unit of a module concerning the comprehension of the banking system of Greece and the banking terms. In this point, I would like to refer that I insisted only on the basic terms, since the students are beginners, and the definitions were very difficult for them to understand. The most efficient teaching methods were the case studies, the role games, and the use of pictures. Is it worth noting that during the intervention of the doctor of Metadrasy, Mr. Hadjiloukas, the students showed great interest. They posed a lot of questions to the doctor concerning their personal health problems, asking for the place of the social clinics of Athens, and many other matters of importance concerning the health. In conclusion, the project DIME is an active pedagogical approach towards immigrants, where the learning passes through experimental and interactive methods, and it's very good to continue doing this project. Thank you. Peut-être avant de passer aux questions qui pourraient se poser à partir de vos expériences, peut-être que vous pourriez, Teresa, évoquer un peu plus le contenu de la formation que vous avez dispensée. Oui, j'ai suivi 4 phases principales. La première phase dans ma didactique a été la phase de l'oral spontané, parce qu'on doit considérer beaucoup de facteurs initiaux, surtout quand la classe est composée de mineurs. Et on doit considérer le facteur psychologique, la composante psychologique des enfants, je l'appelle enfants, des garçons et des petites filles qui
qui ont un statut incerte et qui sont loin des familles et des amis et qui confrontés immédiatement à la langue du pays d'accueil, ils souhaitent être le plus rapidement possible capables à communiquer au moins avec les camarades et le professeur. Et c'est ainsi que la dimension de l'oral dans la première phase est la forme verbale la plus importante, parce que ne doit pas disqualifier, parce qu'elle aide à construire un climat de confiance et favorise les interactions. C'est ainsi que dans la première phase, j'ai utilisé, parce que même si beaucoup d'entre eux ne sont pas scolarisés et ne maîtrisent pas l'écriture, ils ont une bonne capacité d'écoute et d'observation. Et j'ai utilisé la didactique des jeux de rôle, parce que dans les jeux de rôle, la mise en scène d'une situation problématique, autour du problème, ils travaillent ensemble et il est très important pour la création des interactions entre les élèves et l'augmentation des compétences sociales dans la société la plus grande. La deuxième phase, c'est la phase où, à propos des jeux de rôle, ils ont développé aussi la capacité de comprendre le langage non verbal, qui est, en Italie est souvent utilisé dans la communication. Et tous les corps de la mimique, parce qu'ils me demandaient, maestra, qu'est-ce que c'est? Et au travers des jeux de rôle, ils ont compris la mimique. Et à propos, je voudrais remarquer l'expérience grandiose que nous avons fait avec le théâtre, parce que nous avons construit une pièce théâtrale où les garçons et les filles ont démontré une bonne capacité de négocier les signifiés, de jouer avec les registres et ils ont démontré même la maîtrise de la voix, de la mimique et encore des traces de citoyenneté active, parce que la pièce, le nom de la pièce était Le voyage d'Iansu. C'est une pièce heureuse, à la fin heureuse, mais qui au travers de laquelle ils ont été capables à détruire des lieux communs. Parce que c'est l'histoire d'Iansu qui raconte la problématique de l'immigration sentie comme exil, mais en même temps la joie d'être intégré dans la nouvelle société. Et c'est ainsi que je mets l'accent sur l'oral spontané, sur la dimension de l'oral spontané. La deuxième phase, c'est la phase de la construction du magasin de l'alphabet. C'est la première approche à l'écriture et à la lecture. Et dans la classe, on doit considérer le second facteur, c'est l'hétérogénéité des classes. Parce qu'ils ne sont pas tous scolarisés, il y a des alphabets, pas tous maîtrisent l'écriture, et surtout les Arabes ont des problèmes de discrimination phonétique. Entre la E et la I, par exemple. Il perçoit mele, qu'en italien c'est pomme, comme miele, que c'est miel. Et nous avons proposé des paroles, des mots objectifs, pour leur faire comprendre la parole, les mots corrects. Au même temps, quand nous avons laissé leur écrire les mots, nous avons leur demandé de le souligner en rouge, parce que l'erreur, dans ce cas, peut être reconnue et la mémorisation des paroles correctes, c'est plus facile pour le futur. Et nous avons proposé des paroles avec la double consonante, parce qu'en Italie, beaucoup de mots changent le signifié avec, par exemple, carro, caro, cher, et quelqu'un peut m'aider à traduire carro en français? Chat. Chat. Oui. Les Bangladis, ils confondent la B avec la V.
Ils ont des difficultés de discrimination, soit phonétique que de reconnaissance des graphèmes entre des lettres similaires comme la B, la D, la P. Oui. Si je peux continuer, non? Je m'arrête? Oui, non, on pourrait rester l'après-midi à vous écouter sur des expériences aussi vivantes. Mais peut-être on va interrompre 2 minutes pour laisser la parole un petit peu aux autres. Et on reviendra vers vous. Oui, je crois que ce que vous évoquiez, Teresa, à la fois par le côté extrêmement vivant de la réalité auquel les formateurs sont confrontés à ces publics et à cette variété de publics, à cette variété non seulement d'origine, mais ces variétés de culture, ces variétés de formes d'expression, de modalités d'expression, de formes verbales, tout un tas de choses qui nous renvoient à un élément qui a déjà été pointé ce matin à la table ronde qu'animait Christophe Vergougnan, c'est la question de l'hétérogénéité des publics. Et en lien avec l'hétérogénéité des publics, la question de l'interprétation qu'ont les formateurs quelquefois de la motivation ou non de leur public. Bon, je m'explique, si besoin est. Premièrement, la question de l'hétérogénéité. Alors, c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans les évaluations de plusieurs formateurs. Parce que les formateurs, non seulement ils ont accepté, ainsi que leur centre de formation, de mettre en place des dispositifs, d'expérimenter les modules, mais ils ont aussi accepté de répondre à des évaluations, c'est-à-dire de nous donner un petit peu leur point de vue sur comment ça s'était passé, quels étaient leurs sentiments, quels étaient leurs ressentis vis-à-vis de la mise en œuvre de ces modules. Et par rapport à ça, une des difficultés, c'était la confrontation qu'ils ont avec l'hétérogénéité des publics. Or, cette hétérogénéité, je l'ai trouvée, Émilie peut en parler, Teresa peut en parler, Nicoletta peut en parler, enfin, tout le monde en parle. C'est-à-dire qu'on est confronté dans les groupes de formation à des publics qui vont, en gros, de l'analphabète jusqu'au Master 2. Et avec ça, monsieur ou madame le formateur est appelé à se débrouiller pour faire passer tel module. Il faut quand même une capacité d'inventivité que j'ai rarement rencontrée dans mon expérience de 40 ans de formation. Bon. Chez moi. Eux, ils l'ont quelquefois trouvé. Pour autant, cette hétérogénéité, j'aimerais quand même qu'on puisse nous dire, peut-être vous, madame, comment vous avez réussi à faire avec. Oui. En fait, j'ai essayé d'élaborer tous mes exercices de manière à ce que chacun puisse prendre part aux activités, quel que soit le niveau de connaissance en français. On m'entend? Oui. Quel que soit donc le niveau de connaissance en français. J'ai essayé d'inclure à chaque fois une dimension ludique et imaginative. De cette manière, en fait, je me retrouve souvent, en tout cas, dans mes publics, en ce qui me concerne, j'ai souvent une grosse majorité de gens qui sont diplômés, qui sont lettrés. Et j'en ai peut-être un ou deux qui a des difficultés, d'énormes difficultés. Donc, on tient toujours compte de l'ensemble de ceux qui sont là et qui ont envie de progresser. Bien évidemment, on ne met pas les deux autres à l'écart. Non, on va essayer de les inclure dans la séquence, mais on va adapter le vocabulaire, par exemple. On va adapter le vocabulaire, on va essayer de simplifier au maximum, et puis les autres vont venir interférer, vont venir aider, vont venir traduire même parfois. Et de cette manière-là,
on va pouvoir faire avancer la séance. Voilà. En tout cas, moi, c'est les moyens que j'ai trouvés pour pouvoir construire mes séances. Voilà. Très bien. Merci. Émilie, peut-être vous aviez également une expérience de cette gestion de public hétérogène. Moi, premièrement, on a fait 2 groupes, les personnes qui parlaient espagnol et les personnes qui parlaient pas du tout espagnol. Et dans le groupe qui parlait espagnol, c'était très facile, ça avançait très vite, sans problème. Mais par contre, l'autre groupe, c'était des francophones et des anglo-parlants, je sais pas comment on dit en français. Anglophones, pardon. Et là, il faut dire que c'était surtout la langue et la formation. La différence, il y avait des personnes qui savaient même pas écrire et lire, et des autres qui avaient fait, comme monsieur vient de dire, un master ou des études à l'université. Il faut dire que avec un sourire, avec de l'effort, avec la patience des personnes qui sont avec une grande formation, surtout leur patience, parce qu'ils comprennent que c'est plus important pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre, s'adapter. Moi, j'ai bien expliqué dans l'évaluation que la première chose que je voudrais faire si jamais je refais ça, c'est bien gérer les groupes et bien séparer pour que ça puisse être mieux pour eux. Peut-être si c'est quelqu'un qui a déjà la langue ou qui a une bonne formation, on peut aller plus vite et d'une façon plus intense. Par exemple, moi j'ai fait 2 semaines, tous les jours, 2 heures. Pour le groupe qui avançait vite, c'était parfait. Mais les autres, c'était trop d'informations, trop de choses. Et ils disaient, mais c'est trop court, 2 semaines, on n'a pas le temps. Alors c'est vrai qu'il faut adapter au groupe la formation. Un autre élément que j'ai trouvé assez présent dans les évaluations des formateurs, c'est sur la question des motivations, c'est-à-dire la motivation du public, avec quelquefois une lecture, bon, peut-être un peu rapide, mais une lecture quand même, de moins de motivation. Donc on peut essayer d'expliquer, j'en ai discuté avec des formateurs qui étaient là, on peut essayer d'expliquer un petit peu ça, moins de motivation du côté des migrants, mais pourquoi? Et alors ça se jouait beaucoup sur la question de l'expression écrite et de l'expression orale. Et par exemple, le module d'expression orale était un peu surinvesti par les migrants, alors que les modules d'expression écrite étaient désinvestis. Et lorsqu'on interrogeait, et lorsqu'on lisait un peu, lorsqu'on prenait la peine de lire ce que certains d'entre eux avaient pu exprimer, c'était parce qu'il y avait dans l'expression orale une lecture assez immédiate de la facilité d'entrer en relation avec des gens qui étaient susceptibles de leur trouver un emploi, de trouver un travail, quel qu'il soit. On ne parle pas de curriculum vitae, on ne parle pas d'une embauche comme ça, on parle, comme le disait monsieur, la réalité d'un travail au noir, et non pas le CDI auquel certains aspirent. Non, non. Et par rapport à ça, l'évaluation que eux faisaient, c'était la formation en matière d'expression orale qui leur était les plus efficaces. Et comment ne pas comprendre, admettre, soutenir, encourager des démarches de formation qui vont aller vers un souci d'efficacité. Même si la forme classique, réglementaire, de l'apprentissage de la langue, y compris dans sa donnée écrite, est un peu retardée, envoyée à plus loin, envoyée peut-être indépendamment des formateurs, par eux-mêmes, plus tard, plutôt que de reconduire les classiques dispositifs de formation. Bon, voilà un peu ce que je traduis des expressions de formateurs dans les évaluations. Un autre point peut-être, Madame le temps, Madame l'horloge, ça va, très bien. Donc, pour une autre question, c'est peut-être
qu'est-ce que les unes et les autres vous pourriez indiquer aux concepteurs du programme DIM comme perspective de modification, comme amélioration, comme recommandation par rapport à votre expérience, par rapport à votre évaluation vous-même? Est-ce que vous avez des indications à nous transmettre? On est preneur. On est preneur. On a un livrable, comme on dit dans le vocabulaire administratif, mais ce livrable, il est perfectionnable. Je vous cède la parole. La première qui la prend a gagné. Qu'est-ce qu'on peut suggérer? Peut-être, je pourrais donner une suggestion, déjà, pour commencer. Peut-être former davantage les formateurs. C'est ça, en fait. Parce que nous n'avons pas toujours les connaissances linguistiques et sociolinguistiques pour aborder certains sujets qui sont parfois très difficiles. Et construire justement les modules pour qu'on puisse atteindre l'objectif. Si on construit le module et qu'on n'a pas les connaissances linguistiques et sociolinguistiques, eh bien, est-ce que le travail est fait finalement? Est-ce que comment vous dire? En tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. J'ai eu besoin de ces connaissances-là. Je me suis intéressée par moi-même. J'ai été rechercher plein de choses, plein d'éléments. Vous êtes d'accord avec moi? La didactique, c'est très flexible. C'est à reprogrammer in itinere. Et chaque leçon peut être différente. Et l'hétérogénéité a pas. On doit considérer que même les connaissances langagières du formateur, par exemple, parce que dans la première phase, il faut utiliser les langues qu'il connaît, comme l'anglais ou le français, parce que la plupart de ma classe, il était francophone ou anglophone. Et il est très utile d'utiliser les langues qu'ils comprennent, le bagage, l'hérédité langagière, parce qu'il lui permet de faire des confrontations, même pour ceux qui regardent la structure de la langue, et faire des comparaisons entre la langue qu'il connaît et la nouvelle langue. Une chose qu'on n'a pas dit, et je voudrais savoir si c'est possible. Chacun d'entre nous, je pense qu'on n'a pas travaillé le même bloc des compétences. Ça, c'est important. Si je ne me trompe pas, Teresa, par rapport à ce que tu es en train de parler, c'est l'oral et l'écrit. Moi, je n'ai pas travaillé ça parce que ça, c'est mon travail, normalement. Alors, on nous a proposé 2 blocs, bien, c'était social et civique, ou bien interculturel. J'ai eu la chance de pouvoir choisir en premier. Alors mes collègues, ils ont fait interculturel et moi j'ai choisi civique parce que je pensais que c'était plus utile pour eux et parce que dans l'autre module, il y avait une partie qu'il fallait parler de ton histoire et les personnes qui viennent avec nous, ils ne sont pas préparés pour parler de ça qu'ils sont en train de fouiller, d'accord? Alors je voulais juste, parce que j'ai vraiment curiosité de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait chacune de la table, qu'est-ce qu'ils ont travaillé, pardon. Parce que j'ai un peu peut-être cassé le... Non, c'est rien du tout. Non, très rapidement, moi j'ai travaillé les compétences langagières. J'ai travaillé le module 1 et 2 sur les compétences langagières. J'ai également travaillé les compétences sociales et civiques. Ça m'a rappelé, ça fait 10 ans que je suis dans la formation, donc ça m'a rappelé un peu la formation civique avec l'OFI. Donc j'avais déjà tous les éléments pour construire mes modules. Et j'ai vraiment axé sur les compétences interculturelles. J'ai vraiment beaucoup apprécié travailler ce module-là, qui a été. J'ai travaillé les 3 modules, et j'ai vraiment tout axé sur l'interculturel. Voilà. As I said before,
I presented and I prepared from intercultural skills, the managing the multiple cultural identities, but the students found more interesting the socio-political module that had to do with health, wellness and the daily life, because they were more useful for them. One suggestion that I would like to do is to adapt the modules to some pedagogical books, materials, to have these modules in a packet of pedagogical books, especially for this aim. It's one suggestion that I'm thinking. Teresa? J'ai mélangé les compétences langagères dans l'oral et l'écrit. Mais nous avons embrassé même la dimension civile parce qu'au travers du théâtre, des activités extrascolaires et des laboratoires, aussi d'artisanat, et nous avons contribué à la formation des citoyennes parce qu'ils ont développé à la fin du cours la capacité d'auto-formation, la capacité de négocier les informations. Dans la dernière phase, tous les garçons ils étaient capables à produire de l'oral à partir d'un Canva comme point d'appui, à oraliser l'écoute d'une transmission télévisive ou à exprimer des opinions. En effet, le succès des modules a culminé avec le présent des garçons parce que beaucoup d'entre eux, ils ont continué l'école en rejoignant un succès. Je ne sais pas comment traduire, mais beaucoup d'entre eux ont continué l'école et ont rejoint la licence secondaire. Je ne sais pas, parce que notre système d'enseignement et d'apprentissage sont différents. Mais il peut aller au collège maintenant. Oui. C'est l'intégration. Hein? L'objectif, le but final des compétences. Et aucun entre eux, pas les mineurs, ils travaillent déjà. Bien, merci pour ces précisions. Bon, là aussi, comme vous pouvez le constater, il y avait également de l'hétérogénéité dans les modules, puisque les pays ont chacun expérimenté des modules différents, ce qui n'est pas toujours extrêmement facile pour avoir une évaluation un peu générale sur l'intérêt, la pertinence et l'efficacité de la mise en œuvre des modules. Bon, voilà. Donc, oui, bien sûr, Madame la Présidente. Bon, je ne suis pas la présidente. Oui. Non, je dirais juste un mot là-dessus, parce que effectivement, mais vous le retrouverez dans les livrables. Hein. Du fait du retard qu'on a pris à un moment donné, et notamment du fait du changement des partenaires grecs, on n'a pas pu expérimenter la totalité des modules dans tous les pays. Voilà, donc ça, il faut être clair, parce que c'était trop long. Après, je le reprécise aussi, effectivement, tout n'est pas à faire, hein. Le contenu c'est complètement personnalisé et tout le monde n'a pas besoin de tout suivre. Mais en tout état de cause, on n'a pas pu tout mettre en œuvre et expérimenter dans chacun des pays. Donc on a fait le choix d'expérimenter les modules dans au moins 2 pays, chaque module, et les compétences interculturelles dans chaque pays. Là, on souhaitait que ce soit expérimenté. Voilà, je tiens à le préciser, c'est pour ça que tout le monde a parlé des compétences interculturelles. Bien, donc avant de passer la parole à la salle, je voudrais une fois encore remercier les personnes qui ont accepté depuis chacun de leurs pays et chacune de leurs institutions de venir témoigner des expérimentations qu'ils avaient pu conduire. Donc, mesdames, merci encore de votre contribution aujourd'hui. Merci.